comment l'économie sénégalaise doit faire face à cette maladie. Nous avons une économie qui est informelle. Cela veut dire que les gens travaillent du jour au jour pour nourrir leur famille. Donc, si on essaie de faire un confinement par rapport à ces populations-là qui travaillent journalièrement, donc ça va être difficile que c'est pour cette population-là de trouver des revenus pour de faire nourrir leur famille. Maintenant, il y a une élan de solidarité qui s'est constitué par la force vive COVID-19 avec le fait que toutes les entreprises, beaucoup d'entreprises ont fait une contribution financière pour lutter contre cette maladie-là. Et cette contribution a abouti au montant qui avoisine les 1000 milliards sur une population de 15 à 16 millions d'habitants. Mais donc, il a fallu organiser toute cette aide-là. Et au moment où je vous parle, il y a même des populations qui n'ont pas reçu cette aide-là, surtout le monde rural, qui se trouvent être confinés, où toutes les activités sont apparemment impossibles à faire. Donc, c'est une situation qui a un peu perturbé le tissu économique du Sénégal, surtout le monde rural. Maintenant, si on regarde du côté sanitaire, on voit une évolution de la maladie. Et il y a toujours au niveau du Sénégal des communiqués. Tous les jours, il y a un communiqué du ministère de la Santé pour nous donner la situation, l'état réel de la situation au niveau de cette maladie-là. Et au moment où je vous parle, il y a eu les mois passés, donc le mois d'avril, il y a eu des soulèvements. Les gens ne pouvaient plus ne pas aller travailler. Les gens ne pouvaient plus ne pas aller faire des activités parce qu'il y avait la famine qui menaçait, il y avait des choses, aucune activité qui était possible. Maintenant, l'État du Sénégal a fait un allègement de ce couvre-feu. Une première fois, au début du mois de mai, pour essayer de faire un confinement de 21h à 6h du matin. Ensuite, il y a eu des manifestations violentes, des pneus étaient brûlés. Finalement, il y a eu un allègement encore du couvre-feu. Maintenant, c'est de 23h à 6h du matin. Tout ça pour essayer de répondre, pour essayer de laisser le secteur informel aller travailler. Malgré cet allègement-là qu'on a constaté au niveau du Sénégal, il faut dire en même temps que la maladie évolue. Rien que, je peux donner même les chiffres qu'on a actuellement, les chiffres qu'on a reçus sur l'expansion de la maladie ou la situation de la maladie au niveau du Sénégal actuellement. Nous avons, en ce 23 juin, nous avons 66 034 cas positifs depuis le 2 mars. Et quand je dis positifs, c'est les gens qui ont été testés. Et à la différence des autres pays, ici, le test s'est fait suivant des milliers. C'est 800 personnes qui sont testées, c'est 1000 personnes qui sont testées. Alors que dans d'autres pays comme l'Allemagne, c'est presque 200 000 personnes qui sont testées. Mais sur le nombre de personnes qui sont testées, les cas positifs tournent autour de 6 034 cas. Et sur les 6 034 cas, il y a donc 5 639 qui sont guéris. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des cas qui sont sous traitement, qui sont au nombre de 1898. Et comme on l'a déploré, lorsqu'on préparait cette réunion-là le vendredi, il y avait que 69 morts. Aujourd'hui, nous sommes à 89 décès. Donc, pour vous dire que vraiment, c'est une maladie qui tue. Au début de la pandémie, il n'y avait pas beaucoup de décès au niveau du Sénégal. Mais actuellement, on a rien que la semaine dernière, la semaine du vendredi passé à aujourd'hui, on a eu 24 morts en 7 jours. Donc, il y a une évolution vraiment positive, il y a une évolution vraiment très dangereuse du taux de mortalité dans ces pays-là. Maintenant, si on fait une comparaison par rapport au niveau mondial, voilà, on voit que sur le monde, c'est 9 600 000 cas, et sur les 9 600 000 cas, le Sénégal n'occupe que 6 034 cas positifs. Donc, pour vous dire que c'est une situation vraiment alarmante dans laquelle nous vivons et qui fait peur. Voilà, grosso modo, la situation du Covid au Sénégal. Merci, Ousmane. Et ce que je retiens de ça, bien sûr, c'est une crise mondiale. Elle a frappé d'une façon particulière au Sénégal, de façon sanitaire, mais économique, comme partout aussi, mais du fait que l'économie repose beaucoup sur l'informel, une économie informelle. Ça a beaucoup touché. C'est pour ça qu'il y a eu ces manifestations pour ouvrir, parce que il y a l'insécurité alimentaire qui est créée. Et ça m'amène à demander à Mme Faye de nous expliquer aussi les conséquences particulières pour les femmes au Sénégal de cette COVID et sur les moyens de subsistance, en particulier des familles, via l'économie informelle sur laquelle repose l'économie familiale. Bonjour Christine. Bonjour Madame Faye. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie de partager avec vous donc, ce panel. Comme vous l'avez dit, les conséquences sur l'impact des activités féminines sont vraiment nombreuses. Nous avions commencé d'abord le projet maraîcher avec Carrefour International, mais juste
par l'intermédiaire du gouvernement canadien que nous remercions vivement. Parce que c'est lui qui nous a aidés à mettre en place ce projet qui est très important, surtout pour les femmes. Parce que n'oubliez pas qu'au niveau du réseau... Madame Faye, je vais vous demander de parler plus fort et peut-être plus près de l'ordinateur. Nous sommes 46 000 membres. Donc, je disais que je suis vraiment très contente d'avoir partagé avec vous ce plateau. Et puis, grâce à notre partenaire Carrefour International et au gouvernement du Québec, nous a aidés à mettre en place ce projet. Et vraiment, nous vous en félicitons vivement. Donc, l'impact de cette maladie sur les activités féminines sont vraiment nombreuses, si je peux dire ainsi. Parce que depuis, n'oublions pas qu'au niveau du réseau, parmi les 46 000 membres, les 42% sont constitués de femmes. Donc, vous voyez déjà ce que représente le poids des femmes au niveau de l'organisation. Donc, ce sont des agricultrices, des éleveurs, comme je peux dire, comme le directeur l'a dit tout à l'heure, des agricultrices et vraiment des transformatrices. Et à travers ce projet, nous avions commencé à mettre en place nos plans d'action, quand est-ce que commençaient les pépinières. Nous avons même entamé les formations. Mais malheureusement, la maladie COVID-19 est venue, comme partout dans le monde d'ailleurs, pas seulement au Sénégal, freiner beaucoup d'activités, surtout du côté des femmes. Parce que les marchés hebdomadaires sont fermés, alors qu'il y avait beaucoup de commerçantes qui, une fois les produits transformés, allaient les vendre au niveau des marchés hebdomadaires. Regardez si ces marchés hebdomadaires sont fermés. Qu'est-ce que les femmes vont devenir avec leurs produits? Les femmes aussi allaient se ravitailler, parfois aussi au niveau des marchés hebdomadaires, pour venir transformer. Ces marchés fermés aussi, où allons-nous chercher nos produits pour la transformation? Où allons-nous les commercialiser une fois transformés? Même la formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on avait entamée, n'a pas pu être continuée au niveau des autres périmètres maraîchers. Parce que le projet concerne plus de 15 000 femmes avec 10 périmètres maraîchers. Alors, donc, ces femmes, elles sont là. Le mari, comme je l'ai dit la dernière fois, ne va pas au travail. Parce que c'est il occupe une fonction vraiment de chauffeur ou de tailleur ou de menuisier. C'est-à-dire, il gagne donc sa vie au jour le jour. La femme, la même chose. Donc, l'homme et la femme, quand ils restent à la maison, maintenant, que vont devenir les enfants? Hein? Donc, l'alimentation aussi va poser problème. Où se ravitailler posera problème, mais quoi manger aussi posera problème. Même les réunions qu'on devrait tenir au niveau de l'instance aussi, on n'a pas pu vraiment les tenir comme cela se devait. Parce qu'une fois le confinement mis en place, on n'a plus le droit de réunir plus de 5 personnes. Donc, vous voyez les difficultés que ça va engendrer sur la vie du projet même, sur le système goutte à goutte qu'on voulait mettre en place et qu'on était bien vraiment parti parce que croyant que les femmes vont quand même améliorer leurs conditions de vie à travers ce projet. Mais malheureusement, la maladie est venue s'y ajouter et presque toutes les activités sont au ralenti. Parce que les femmes ne font que de la restauration, on ne peut plus. Elles font le petit commerce, on n'en peut plus. Elles font la vente de friperies ou de produits artisanaux. Tout ça, on ne peut plus. Tout est fermé. Là, les marchés sont fermés. Quand à la maison, vraiment, aussi, les conditions sanitaires posent problème. Parce qu'on nous demande vraiment de respecter les mesures, les barrières, les 5 mesures. Il faut se laver les mains, il faut se les désinfecter avec du liquide, il faut ceci, il faut cela, c'est vraiment difficile. Nul ne peut plus sortir, on ne peut plus jamais aller chercher quoi que ce soit ailleurs. On ne peut plus aussi arriver à travailler dans les périmètres avec le système goutte à goutte, vraiment qu'on avait bien accueilli et qui était vraiment là parce que nous voulions lutter contre les changements climatiques. Et pour nous, c'était vraiment l'occasion, nous femmes, de lutter contre ces changements à travers ce projet.
travers Madame Faye, donc, la difficulté de commercialiser, de vendre les produits parce que les marchés sont fermés, de revenus. Et aussi, ça affecte beaucoup la sécurité alimentaire. Et un autre élément, vous m'en aviez parlé quand on préparait le panier. Voilà. Et il y a aussi, parfois, au lieu de 3 repas par jour, c'est un seul repas par jour. Parce qu'au Sénégal, ça, oui. Comme vous le savez, les gens passent tout le temps à préparer. Il y a le petit déjeuner, il y a le déjeuner, mais il y a aussi le repas du soir, le dîner. Et actuellement, il y a de nombreuses familles qui ne font qu'un seul repas par jour. Et vous voyez, c'est vraiment difficile. Je vous dis que pendant presque 3 mois, le mari est à la maison, la femme est à la maison, les enfants sont à la maison, avec les charges qui sont toujours là. Mais vous trouvez quoi? Donc, la sécurité alimentaire des familles est gravement affectée. Et vous me parliez de la saison aussi entre mars jusqu'à juin, qui est justement de semences, où vous n'avez pas pu semer. Donc, ça affecte aussi parce que… On ne peut plus semer, on ne peut plus repiquer, on ne peut plus faire quoi que ce soit. Voilà. Parce que tout le monde est obligé de se confiner, donc de rester à la maison, rester chez vous. C'est ce qu'on nous demande. Et je pense que nous, femmes aussi, nous ne sommes pas restés comme ça, les bras croisés quand même, face à cela. Ousmane vient de dire ce que le gouvernement a mis en place, mais je pense que nous, femmes aussi, nous ne sommes pas restés derrière, malgré tout cela. Parce qu'il y a des relais parmi les femmes qui font la sensibilisation pour quand même stopper la propagation, qui est vraiment très, 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 très rapide. Ousmane vient de vous donner les chiffres vraiment qui parlent d'elles-mêmes et qui font vraiment peur. Donc, nous aussi, nous sommes là, vraiment derrière tous ces problèmes. Et les conséquences sont nombreuses, parce que d'abord, c'est sur l'alimentation, beaucoup de conséquences sur l'alimentation, parce qu'il faut continuer à nourrir les familles, les enfants et tout. Et vous voyez au Sénégal, les femmes, même si le mari donne 1000 francs, la femme va y mettre presque 2000 francs avant de pouvoir nourrir la famille. Il faut aussi satisfaire les besoins scolaires des enfants. Alors, si la femme ne travaille plus, est-ce que c'est leur devenir? Il faut satisfaire les besoins sanitaires. Parce que quand on parle de Covid, je pense que ça vient renforcer la situation sanitaire au Sénégal. Parce que n'oublions pas que le sida est là, le paludisme est là, la tuberculose est là. Donc, vient s'ajouter le Covid-19. C'est encore beaucoup plus tard. Ça vient s'ajouter à plein d'autres problèmes. C'est ça, une crise sanitaire, découlée aussi. Mais celle-là fait beaucoup plus peur à cause de ces chiffres qui ne cessent de galoper. Exactement. J'aimerais tout à l'heure qu'on revienne au projet Goutte à Goutte pour le décrire un peu plus, même si ça a été au ralenti, mais on veut redémarrer quand même les choses. Je vais retourner vers Aruna, si vous voulez bien. Aruna, vous êtes toujours là. On ne vous voit pas dans l'écran, en vous rapprochant de l'ordinateur. Oui. Donc, les femmes que représente Madame Faye aussi font partie des activités du RESOP. Alors, vous nous avez décrit le RESOP tout à l'heure, ce qu'on fait ensemble avec Carrefour. Alors, comment ça a affecté les activités, là, en quelques points résumés? Comment ça a affecté vos activités, la pandémie, au cours des… Oui, tout à fait. En fait, comme je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, mais Ousmane et Madame Faye, je pense que c'est une situation qui nous a surpris. Bon, c'est une situation qu'on n'a jamais vécue. Moi, j'ai 50 ans, j'ai vécu, j'ai une cinquantaine d'années, mais la situation qu'on vit actuellement, avec l'impact du Covid, on ne l'a jamais vécu. C'est très difficile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux aspects de collaboration. L'un est lié effectivement au renforcement des capacités par la voie des volontaires. Vous voyez, ce renforcement des capacités est très affecté parce que les volontaires ne peuvent plus. Effectivement, c'était au mois de mars, on avait des volontaires qui étaient avec nous. Mais lorsque le Covid est arrivé, tous ces volontaires sont effectivement rapatriés. Ça veut dire que sur le plan de renforcement des capacités, sur nos activités quotidiennes, c'est une situation qui est affectée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un volet de développement des défis.
dans ce volet de développement du site, il y a les projets qu'on mène ensemble avec Carrefour. Dans le cadre comme vient de dire Mme Faye, il y a un projet que nous sommes en train de dérouler, qui est financé par le Fonds vert. C'est un projet qui a démarré depuis décembre 2018 et qui doit durer 28 mois. Le projet est gravement affecté. En quoi le projet est affecté? Comme on l'a dit tout à l'heure, parce que les activités sont au ralenti, pour ne pas dire les activités sont stoppées. Pourquoi? Parce que dans le cadre de ce projet, il y avait beaucoup d'activités de formation qui étaient prévues. Avec l'événement du Covid, ces activités sont suspendues. Pourquoi? C'est parce que on pouvait, avec les mesures que le gouvernement a prises, on ne pouvait pas se rassembler. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect aussi, nous qui sommes l'équipe technique, nous ne pouvons plus aller sur le terrain. Parce que, en fait, je rappelle que l'essentiel de nos activités se fait sur le terrain. Nous ne pouvons plus faire des missions pour aller sur le terrain, suivre les activités, suivre ce que font les femmes dans les périmètres. Comme l'a dit tout à l'heure, je rappelle que c'est ce projet financé par le Fonds vert et cible 1500 femmes directes, dont avec 22 000 bénéficiaires. 22 000 bénéficiaires indirects. Toutes des femmes. Les activités du projet, pour dire qu'elles sont au ralenti, les missions en plus, ce qu'il faut signaler, parce que en fait, le projet, c'est un projet aussi d'investissement. Je dis, c'est un projet qui devrait effectivement, en tout cas, faire des investissements sur les périmètres, du puits, effectivement, en tout cas, forage, pompe, etc. Le travail de tous ces investissements est au ralenti. Maintenant, moi, ce que je l'ai dit, c'est vrai que Ousmane l'a dit, pour revenir un peu sur l'impact du Covid, les niveaux au niveau national. Pour moi, nous, pays du Sud, c'était vrai, nous avons suivi tout au début de l'événement du Covid, on a suivi les pays du Nord sur les mesures qui devraient être prises. Parce que c'est tout à fait logique, c'est pas normal. Parce qu'on ne savait pas, en tout cas, le virus, comment ça se passe. Les mesures de restriction qui sont prises dans les pays du Nord sont appliquées dans les pays du Sud. Mais, en fait, en un certain moment, on s'est rendu compte que ça n'allait pas. Ce n'est pas possible. Parce que cette crise sanitaire effectivement a eu des conséquences sur la situation économique, sur la situation financière. Parce que, comme je l'ai dit, le contexte qui est dans les pays du Nord ne peut pas s'appliquer au pays du Sud. Parce que je peux donner, parce que Ousmane l'a dit tout à l'heure, 95% de l'économie sénégalaise est informelle. C'est difficile, c'est pas possible. Les gens ne peuvent pas se confiner pendant 3 mois. Il faut que les gens vivent, etc. Il faut que l'économie, heureusement que nos gouvernements l'ont compris, il y a des mesures d'assouplissement qui sont effectivement instaurées pour dire que l'activité reprend petit à petit, etc. Vraiment, c'est pour revenir un peu, en tout cas. C'est très bien, merci. Ça apporte, oui, beaucoup de précisions sur ce que vit
le Sénégal, mais votre organisation en particulier, et puis les femmes agricultrices hein, que représente Mme Faye. J'aimerais retourner vers vous, Mme Faye, pour le projet Goutte à Goutte. Maintenant, on voit là, ça a ralenti le projet, ça a arrêté le projet. Vous n'avez pas pu semer pendant la saison, comment vous l'appelez là? Effectivement, parce que le projet, le maraîchage, ouais. le projet maraîcher, donc et qui était vraiment un volet réservé uniquement, je peux dire, aux femmes, parce qu'il s'agissait de 10 périmètres au niveau de la CORAP, pour 15 000 membres directs, mais plus de 22 000 membres indirects. Donc vous voyez tellement que ce projet était très important. On souhaitait donc améliorer les conditions de vie vraiment des femmes à travers ce projet. Parce qu'elles avaient déjà l'habitude de faire du maraîchage. Mais quel maraîchage? Du maraîchage soit avec du gasoil, soit avec de l'essence, soit avec des moyens d'exode très, très, très difficiles. Et presque, elles n'en tiraient presque pas profit. Parce qu'une fois, peut-être le gasoil payé ou bien l'eau de la SDE payée, les femmes n'arrivaient pas à avoir de quoi vraiment subvenir à leurs besoins. Elles ne s'en sortaient pas. Alors ce projet-ci venu, on était vraiment à l'aise parce qu'on disait que voilà, c'est un système solaire, alors qu'au Sénégal, il y a beaucoup de soleil, donc on va en profiter. Donc un projet qui coûtera moins cher chez les femmes et qui sera aussi moins pénible parce qu'on a parlé de système goutte à goutte. Au lieu de prendre l'arrosoir, l'arroser, parce que la femme aussi, parfois, c'est une femme qui est allaitante, bien une femme enceinte, très fragile, très vulnérable. Donc, avec le système goutte à goutte, tous ces problèmes étaient résolus. Parce que les femmes n'avaient plus à prendre 2 arrosoirs entre les mains, arroser matin et soir. Mais il y avait le système goutte à goutte qui avait résolu tous les problèmes. Et il y avait aussi presque un marché local qui se construisait au moment même où l'on démarrait le projet. Je pense qu'une visiteuse du Canada est venue et elle a vu même le marché. C'est pas une délégation effectivement canadienne est venue. Et elle a même vu le marché. J'ai dit, ah, le projet est arrivé à temps. Quand le projet est arrivé, voilà, on est en train de construire un marché local. Donc, le problème de commercialisation ne se posera plus. Alors que, en parenthèse, autre chose arrivait, le Covid-19. Et voilà, tout ce qui est venu paralysé. Et on avait prévu des plantations d'arbres parce que vous savez qu'ici au Sénégal, et plus particulièrement au niveau de la Corap, c'est le département de Tivaouane, il y a une forte richesse en minerais, surtout le phosphate. Et ça, vous savez que ça joue un rôle très important sur l'environnement avec la pollution atmosphérique à travers les industries chimiques du Sénégal, vous connaissez, qui se trouvent dans notre même département. Alors, les femmes s'étaient engagées donc à lutter aussi contre ça, c'est-à-dire arriver à reboiser tous les périmètres maraîchers afin de lutter contre la disparition de certaines espèces qui étaient favorisées vraiment, soit par l'érosion hydrique ou l'érosion éolienne, la pollution atmosphérique et même parfois aussi par les vents chauds et secs, tout ça là. Le retard des pluies, beaucoup de conséquences. Et on comptait vraiment sur ce maraîchage parce qu'on envisageait des variétés hâtives, des variétés qu'on n'avait pas en place, ou bien de nouvelles variétés même qu'on devrait introduire pour améliorer. Soit notre alimentation nous-mêmes, en tant que femmes, très vulnérables, qui en a besoin de ces légumes pendant la grossesse et pendant l'allaitement, mais qui a aussi besoin de ces légumes pour la commercialisation dans le cadre de la satisfaction des besoins quotidiens de la famille. Madame Faye, on arrive un peu à la fin de notre panel. Je vais ouvrir au public, mais avant, donc c'est un projet extraordinaire. Je suis certaine que les gens veulent en connaître davantage. On a de l'information sur le site web de Carrefour, mais je sais, j'ai visité les périmètres maraîchers aussi au Sénégal l'année passée quand ça se mettait en place. Donc, ce que je voulais ajouter, c'est que puisque le projet devrait durer 28 mois, nous souhaiterions quand même une prolongation de ce projet pour que tout ce qui a été prévu soit réalisé quand même. Parce que le retard n'est pas dû
à Carrefour International n'est pas dû aussi au gouvernement du Québec, ni à nous, POPEC Trésor, mais à la maladie Covid-19. Voilà. Donc, on aimerait une prolongation pour quand même que nous puissions arriver au bout de notre... Je n'ai pas posé la question, vous me répondez, voilà. Voilà. Et le futur, puis je vais aussi demander une courte conclusion à nos autres panélistes, mais pendant que vous êtes là, on discute là avec vous. Alors, le futur immédiat, comment vous voyez là, le projet? Il faudrait donc demander une prolongation pour permettre à reprendre, parce que là, c'est en train de reprendre, je comprends bien, avec les mesures de restriction qui sont levées, mais c'est 3-4 mois de retard. Et comment vous voyez le futur là, dans les prochains mois pour les femmes sénégalaises? Oui, en fait, je pense que pour cette question, le futur... Pour les femmes ou pour le réseau? Oui, le futur, personne ne peut prédire le futur dans ce contexte actuel. C'est compliqué, c'est difficile, parce qu'on ne sait pas là où aller. Parce que c'est vrai qu'il y a la maladie qui est là, il y a les mesures qui sont toujours là. C'est vrai qu'il y a un assouplissement que nos gouvernements, effectivement, ont pris la décision, parce que compte tenu, en tout cas, de l'impact sur la vie économique, mais c'est compliqué. Je peux dire que, en tout cas, bon, là, je n'ai pas répondu parce que c'est une question précise que vous avez posée tout à l'heure, Christine, sur l'impact du Covid sur notre organisation. C'est très compliqué. Nous sommes une organisation paysanne. Nous avons un système de fonctionnement qui est effectivement financé par les paysans, par les activités des paysans. L'impact du Covid sur le revenu, bien sûr, est affecté. Si les revenus des paysans sont affectés, ça veut dire que le fonctionnement de l'organisation va subir. C'est en fait ça. Pour dire qu'il y a une crise financière qui est là. Bon, maintenant, c'est vrai que pour le futur, là, c'est qu'on est en train de voir avec quelques acteurs, quelques partenaires pour faire face vraiment à cette situation. Parce qu'il y a un besoin qui est là. D'abord, tout est prioritaire. Il y a un besoin pour faire fonctionner l'organisation. Il y a un besoin pour la communauté. Hein? Parce que pourquoi la communauté? Dans la communauté, il y a un besoin de vivre, d'appuyer la communauté sur les villes. Il y a un besoin d'appuyer la communauté pour tout ce qui est, en tout cas, mesures d'hygiène, etc., etc. Pour dire que, vraiment, c'est, en tout cas, peut-être que je pense qu'on va y revenir sur les questions. En fait, ce que j'allais vous demander, Aruna, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? On a des discussions, bien sûr, on travaille Carrefour avec le RESOP, et le projet Goutte à Goutte qu'on va ajuster, et puis on va demander la collaboration, bien sûr, de notre bailleur de fonds, le gouvernement du Québec. Mais qu'est-ce qu'on peut faire là, dans l'immédiat pour pallier ensemble à ce que vivent les populations, et particulièrement les communautés avec lesquelles vous travaillez? Mais c'est ça, c'est ce que je voudrais dire. Pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un besoin urgent. Le besoin urgent, je le vois sous 4 angles. Il y a un besoin d'abord d'alimentation. Nous avons en tout cas estimé les besoins en alimentation pour appuyer ces braves femmes qui ont subi les impacts du Covid. Parce que comme elle l'a dit tout à l'heure, habituellement, il y avait 3 repas, mais présentement, il y a un repas. Et puis, quel repas? La qualité des repas. Pour dire qu'il y a un besoin d'appui en vivre. Le kit, pour dire qu'il y a un kit alimentaire qui est là. Il y a un deuxième besoin, c'est le besoin sanitaire, le kit sanitaire. Parce que c'est vrai qu'il faut prendre les mesures sanitaires. Hein. C'est ça dit quoi? C'est des détergents, c'est du savon, etc. Les masques, etc. Ça, on l'a identifié. Il y a un troisième besoin, c'est parce que nous allons en campagne agricole. Nous sommes à la veille de la pluviométrie. Présentement, les femmes, nous, notre raison, je l'ai dit tout à l'heure,
les 45, ils sont tous des agriculteurs. Présentement, le stock, le peu de stock de semences qui était là, qui était destiné aux semis, commence à être consommé. Vous voyez, c'est compliqué. Ça veut dire que s'il pleuvait demain, on n'allait pas partir en campagne agricole. Il y a un quatrième besoin, en fait, c'est le besoin d'appuyer l'organisation. Il faut que l'organisation existe. Dire que en fait, c'est une organisation qui a un dispositif d'appui technique. Bon, c'est des jeunes qui travaillent, qui sont recrutés par les paysans, qui sont restés pratiquement depuis 3 à 4 mois sans vraiment percevoir de salaire. C'est compliqué, c'est difficile, c'est ça, mais quand même, c'est des jeunes qui sont braves et puis qui espèrent que vraiment les lendemains meilleurs. Là, je n'ai pas le cas des salaires. Il y a tout ce qui est fonctionnement, aller sur le terrain, tout ce qui est carburant, etc. Je pense que c'est, Madame Christine, ce sont ces 4 besoins immédiats qui sont là, qu'on a soufflé, qu'on est là. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en train de voir avec les œuvres de bien-faisance pour quand même venir faire face à ces besoins. Vous regardez avec des partenaires financiers, des partenaires de mise en œuvre, Carrefour. Absolument. Sur des éléments de tout à fait. D'aide, de réponse pour vous appuyer les communautés. Tout à fait. Mais et puis, comme je l'ai dit, on ne sait pas. Et puis, ça, c'est juste, c'est un besoin immédiat, mais on ne sait pas sur le long terme, mais sur le court terme, c'est ça qu'on a. C'est immédiat. Il faut traverser, là. Voilà, c'est ça, pour vraiment traverser. Écoutez, je vais juste mentionner au public qu'ils peuvent poser des questions dans le chat, adressées, je pense, sur Facebook. En tout cas, il y a des collègues de Carrefour qui s'occupent de ça. Moi, je regarde s'il y a des questions dans le chat. Questions-réponses, je n'en vois pas pour le moment, mais on a du temps pour retourner à Ousmane et Madame pour un mot de la fin. Ousmane. Donc, je reviens juste pour un peu parler du lendemain, comme l'a dit en fait le directeur et comme l'ont dit en fait le directeur et Mme Faye. Je crois qu'on a le lendemain très difficile à vivre. Ça, il faut oser le dire. Parce que la question qu'on s'attendait peut-être, c'est de savoir quelles sont les sources de revenus du réseau. Comment le réseau, un réseau qui est constitué de 46 000 producteurs, qui est dans 8 régions du Sénégal, comment ce réseau-là parvient à vivre? Depuis 2008, nous sommes là. Donc, c'est parce qu'il y a des contributions qui sont faites par les institutions qui sont membres de ces réseaux-là. Et ces institutions ne travaillant pas, c'est sûr qu'il n'y a pas de contribution qui sera faite pour la fêtière. La deuxième source de revenus, c'est que les organisateurs, les organisations qui sont membres de ces réseaux ont un centre de formation qui loue à des tierces personnes pour un peu soutenir économiquement les activités du réseau. Et depuis l'avènement de cette maladie, le centre de formation du réseau ne fonctionne plus. Donc, vous voyez. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les projets qu'on a. Tout à l'heure, on a parlé du projet, un projet innovant, il faut le dire. Parce que l'intitulé du projet avec Carrefour, sur financement du gouvernement québécois, c'est goutte à goutte pour la résilience des femmes face au phénomène des changements climatiques. Mm-hmm. Et nous avons fait des reportages en début de projet. On a trouvé des femmes enthousiastes, des femmes engagées, parce que dans le Sénégal, les femmes sont les porteuses de la famille. Toute la famille tourne autour de la femme, que ce soit économiquement ou socialement. Même l'éducation tourne autour des femmes. Donc, c'est un projet qui est d'une importance capitale. Ouais. Et on l'a dit lors de cette intervention, toutes les activités sont ralenties. Et puis, cet engouement qui était noté chez les femmes, on commence à avoir un découragement, il faut le dire. La période de maraîchage, c'était du mois de mars jusqu'au mois de mai-juin. Après, c'est la période hivernale, sous pluie. On a dépassé cette campagne-là. Donc, voyez, donc juste pour résumer que, en fait, c'est des lendemains qui sont assez sombres, il faut oser le dire, par rapport au fonctionnement de l'institution qu'est les réseaux. Et puis, nous souhaitons, comme l'ont répété mes collègues, vraiment un accompagnement,
un échange d'informations, un échange de collaboration avec des partenaires pour que cet espoir qui existe chez les femmes, pour que cet espoir-là ne meure pas. Et donc, et puis actuellement, même ce qui est dit, parce qu'il y a un engagement, les populations vont aller travailler. Parce que le mot qui est utilisé, si le coronavirus ne nous tue pas, c'est la faim qui va nous tuer. Donc ça, c'est une phrase qui est répétée par tout le monde. Si le virus ne nous tue pas, c'est la faim, l'insécurité alimentaire, donc la faim qui va nous tuer. Donc il va falloir vraiment essayer de s'adapter par rapport à l'existence de ce virus dans le Sénégal, vivre avec ce virus, mais vivre en ayant des activités qui vont être rentables pour les femmes. Donc, c'est ce que je tenais à faire vraiment. Merci beaucoup, Ousmane. Ça conclut bien le tour du panel. Il y a beaucoup de questions. Je viens de les trouver, je ne les voyais pas. Et Madame Faye, il y en a plusieurs pour vous. Donc, j'en sélectionne des questions du public là, qui nous écoutent. On ne les voit pas, mais ils sont là. Alors, les agricultrices, les femmes agricultrices, savent-elles comment se protéger et protéger leur famille contre la COVID? Et en ont-ils les moyens? Ont-elles les moyens? Non, on n'a pas les moyens. Pourquoi on n'a pas les moyens? On attendait les moyens d'abord à travers le projet. Parce qu'on se disait, une fois le projet entamé, comme je l'ai dit tout à l'heure, les conditions de vie vont être améliorées. Parce que cette fois-ci, il y aura moins de charges à prendre par les femmes. Donc, il n'y aura pas de charge de carburant, il n'y aura pas de charge d'électricité. Donc, il y aura le soleil qui est là, voilà, et qui ne vaut rien, et qui est là au Sénégal. Donc, c'est l'énergie solaire qui n'est pas coûtée. Donc, on a retiré beaucoup de profit donc, de ce projet. Et on allait faire aussi revenir les arbres qui commencent à disparaître dans notre communauté, tels que les manguiers, les anarcadiers et beaucoup d'arbres qui rapportaient des revenus aux femmes à travers leur commercialisation. Ce sont les manguiers. Si vous venez à Tivaouane, je pense que tout le monde entend du département de Tivaouane et de la vente de mangue et de la vente de la tisane Kenkeliba. Et tout ça, ça a tendance à disparaître avec les effets sur l'environnement qu'on devrait attendre à travers tout le projet. Donc, les femmes attendaient donc les résultats de ce projet pour pouvoir soutenir réellement les familles. Alors que le Covid, comme il est venu s'en ajouter, c'est vraiment toujours des questions les mêmes problèmes donc pour soutenir la famille. Parce que de 3 repas à 1, je pense que ce n'est pas pouvoir. C'est pas pouvoir. Et Arona vient de parler de qualité de quel repas. Parce que si tu n'as pas accès au marché, pour trouver donc les produits que tu vas mettre dans le repas pour qu'il soit équilibré, pour qu'il soit vraiment de bonne qualité. Exactement. C'était une question du public, Madame Faye aussi. Comment vous faites? Donc, il y a moins de repas, vous avez diminué les repas. Où vous vous approvisionnez? De quoi? Est-ce que c'est la culture des agricultrices? Oui, tout ce que nous faisons, c'est la culture vivrière parfois. Parce qu'après le maraîchage aussi, pendant l'hivernage, nous faisons de la culture vivrière. C'est-à-dire, nous sommes le niébé, surtout, un peu d'arachide, mais surtout les légumes hivernales comme le gombo, etc., quand même, pour subvenir à nos besoins. Une partie est réservée à l'autoconsommation et une autre partie aussi est réservée pour la commercialisation, afin de soutenir quand même nos familles. C'est ça que provient donc, une question de aussi, la transformation des produits. Oui, une question qu'on pose ici quand même, on n'a pas abordé ce sujet-là, vu la situation économique qui est très difficile, vous l'avez très, très bien décrite, vous et Ousmane et Aruna. Est-ce que vous constatez ou avez constaté plus de violence dans les familles? Oui. Oui, en fait, bon, juste pour vous raconter ce que j'ai vu dans la presse, cette semaine, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est qu'en fait, je pense qu'on a constaté, je l'ai lu dans la presse, qu'on a constaté que le taux de divorce est élevé pendant le Covid. Ça veut dire qu'il y a eu quand même des conséquences.
Bon, comme l'a dit tout à l'heure ma présidente, c'est vrai qu'il y a eu des conséquences parce que avec le confinement, les activités sont au ralenti. Tout le monde, aussi bien le mari que la femme, personne ne travaille, personne ne sort, tout le monde se regroupe dans la maison. Vous voyez, c'est des habitudes qui voilà, c'est ça. C'est vraiment compliqué. Donc, peut-être le dialogue au niveau des familles, c'est de retourner travailler, et de se porter les masques, donc respecter les mesures barrières, comme on l'a dit, parce qu'on ne peut pas rester toujours éternellement à la maison. Le mari à la maison, la femme à la maison. Mais au bout de 4-5 mois, qu'est-ce que nous allons devenir? Hein? Qu'est-ce que nous allons devenir? Il faut manger pour vivre. Bien sûr, il faut trouver de quoi subvenir. Bientôt, peut-être c'est la reprise des cours au niveau des lycées, des écoles primaires, etc. Il faut des enfants qui vont aller faire les examens. Et une fois ces enfants aussi admis, il faut penser à les orienter. Et une fois ces enfants orientés aussi, les parents vont mettre beaucoup de moyens. Parce qu'il faut inscrire les enfants, il faut prendre en charge leur fourniture, mais parfois aussi, là où l'on vit dans la communauté, il n'y a pas de lycée. Tu es obligé d'envoyer l'enfant à 10 km, 20 km pour apprendre là-bas. Et là aussi, tu es obligé parfois de verser quelque chose pour cette famille, pour le transport de l'enfant, etc. Voilà, donc déconfiner, c'est important pour plein d'aspects, de se nourrir, de s'occuper. Il y a l'esprit, il y a l'éducation et bien sûr les possibilités de violence dans les familles, dans les foyers. Une question ici, on a un peu abordé, mais peut-être pour approfondir, quelqu'un qui demande, y a-t-il eu des appuis ponctuels, directs ou indirects, à l'endroit des productrices pour augmenter leur résilience, soit de la part du RESOP, de notre côté à Carrefour, on essaie de voir ce qu'on peut faire, adapter le projet, mais aussi à voir avec des donateurs privés, hein, nos contacts, notre réseautage, comment on peut lever des fonds pour appuyer pour les kits sanitaires, les kits alimentaires. Mais je me posais au niveau du gouvernement, vous l'avez un peu abordé, Aruna et Ousmane, il y a eu de l'investissement, mais est-ce que les femmes ont pu quand même, peuvent être résilientes devant la crise avec le gouvernement ou autre? Oui, les femmes vraiment au niveau donc du COPEC réseau, s'il s'agit de financer, bien s'il s'agit de donner les semences, il n'y a pas de distinction de sexe. Les hommes comme les femmes reçoivent des semences, etc. Il n'y a aucun problème. Mais ici, au niveau du kit alimentaire, le plus souvent, il y a notre maire qui est là, qui a fait un effort, parce qu'il y a eu beaucoup d'organisations de la commune qui sont venues quand même nous soutenir, tant peu que ça soit. Mais les organisations féminines aussi ne sont pas restées derrière. Elles ont contribué aussi donc, à cet appui du maire pour toute la communauté. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce qu'un sac de 50 kilos pour une famille qui dépasse 12-18 membres parfois, c'est vraiment insignifiant. Mais quand même, c'est quelque chose quand même. Donc, un appui des autorités locales, des maires et aussi des communautés qui se sont cotisées, ce qui que les familles peuvent passer au travers. On a mis en place donc une organisation interne, c'est-à-dire inviter toutes les organisations à venir participer. Et même, je pense que le réseau, même des femmes, a contribué, etc. Tout ça pour appuyer le maire, tant que soit peu, pour qu'on puisse acheter donc, des denrées alimentaires et distribuer. Une participation symbolique aux différentes familles de la communauté. Pour un peu compléter la question, oui, Ousmane. Il y a en fait un élan national qui a été créé, je l'ai dit lorsque je faisais la première présentation. Il y a donc des contributions qui ont été faites au niveau national par des entreprises, des ONG, des programmes, des compagnies qui ont voulu soutenir, qui ont voulu entrer dans la lutte contre le Covid.
Il y a donc une force, une grande somme, une masse qui a pu être, en fait, qui a existé et qui tourne autour de 1000 milliards de francs CFA. Maintenant, il faut dire que c'est au niveau, ça c'est au niveau national. Et le ministre du Développement rural est en train de faire une tournée nationale pour voir, pour distribuer, etc. Mais il faut dire que cette aide alimentaire-là elle est insuffisante. Maintenant, il y a des élans qui existent au niveau des municipalités, des communes, ou des maires, des élus locaux, des populations qui sont les forces vives de ces communes-là, essaient de se regrouper aussi pour aider la population locale. Mais il faut le dire en fait, l'existence de cette solidarité nationale ne peut pas prendre en charge tous les besoins de la famille. Ça, c'est impossible. C'est des sacs qui sont donnés, c'est un sac de riz. La famille africaine, elle est très grande. C'est une famille qui a au moins 8 membres. Si vous voulez faire 8 membres qui mangent matin, midi, soir, vous voyez ce que ça va faire comme consommation, comme aide alimentaire. Ça va être, il faudra que les gens aillent travailler au-delà de cet appui-là. Nous sommes 16 millions de Sénégalais. L'État du Sénégal n'a pas les ressources, n'a pas les moyens de donner à chaque être vivant sénégalais, à chaque être, un sac de riz, de l'huile, etc. Ça, c'est impossible. Maintenant, c'est pourquoi nous disons, nous, au niveau des réseaux, c'est de travailler avec des partenaires comme Carrefour pour un peu mettre l'accent sur l'aide qu'on doit orienter vers les femmes, surtout, vers les femmes du réseau. N'oublions pas, au-delà de ce projet PCCI, il y a d'autres projets aussi qui sont là. Donc, mais l'accent étant mis sur le projet PCCI avec le gouvernement québécois, le réseau et Carrefour International essaient d'identifier des pistes qui pourront vraiment soutenir l'effort et l'impact de l'effort et diminuer en fait l'impact de cette crise alimentaire là au niveau du réseau. Si on a déjà passé notre temps de 2 minutes, il y avait d'autres questions, mais vraiment, je vous remercie beaucoup. C'était très, très enrichissant, très touchant hein, aussi. Et puis, avec Carrefour, on continue à travailler ensemble sur cet enjeu très, très actuel. Et puis, j'espère que notre public qui est quand même de montrer plein de questions que j'ai tenté de regrouper. Eh bien, merci à vous au Sénégal, merci à notre public et puis à une prochaine. Oui, bon, Présidente, ça vous l'honneur de remercier. Vraiment, nous sommes, comme je l'avais dit tout à l'heure avant de commencer, très, très, très contents d'avoir partagé avec vous ce panel. Et nous sommes très fiers. Nous remercions Carrefour International, mais surtout le gouvernement québécois qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce projet. Et nous comptons entièrement vraiment sur la collaboration et pour que plus puisse arriver à bout, pour que les objectifs que nous avons visés soient atteints. Merci Christine, merci Delphine, merci à tout le monde. Merci, au revoir. C'est le mot de la fin. Merci, à très bientôt à vous. À tout le monde. Oui. Okay. Merci bien. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye. Bonne soirée. Okay.